Qu'est-ce qu'Imagine for Margot? Alors j'ai créé l'association Imagine for Margot avec mon mari il y a 8 ans maintenant, parce que ma fille Margot, à l'âge de 14 ans, a été diagnostiquée d'une tumeur au cerveau. On a passé des heures, des nuits entières sur Internet à essayer de trouver un traitement possible, mais non, il n'y avait pas de possibilité de traitement innovant pour elle. Et donc on s'est dit, mais c'est juste pas possible que des enfants ne puissent pas avoir accès comme ça à l'innovation. Et donc on a décidé de se mobiliser pour à la fois sensibiliser au cancer pédiatrique et aussi trouver des nouveaux traitements, donner des fonds pour développer des traitements innovants pour les enfants et adolescents atteints de cancer. Après, Margot nous a aussi laissé un message de vie qu'on a retrouvé dans ses cahiers une fois qu'elle est partie. Et ce message, c'est « Vas-y, bats-toi, gagne ». Donc face à ce message, on ne pouvait que continuer à se mobiliser, continuer son combat. Elle avait aussi collecté des fonds pour la recherche. Donc c'est une façon pour nous de à la fois continuer ce qu'avait fait notre fille, mais en même temps aider les autres familles et vraiment faire en sorte que des médicaments nouveaux, innovants, puissent être donnés à des enfants qui ne soient pas les oubliés de la recherche. C'est vraiment notre combat maintenant. Quel bilan tirez-vous de l'action de votre association? Donc c'est un peu plus de 7 millions d'euros que l'on a donné à la recherche. On est en partenariat avec notamment ITCC, c'est Innovative Therapy for Children with Cancer. C'est un réseau de chercheurs européens qui développent des essais précoces pour les enfants. Donc on les aide à développer des nouveaux traitements. 16 traitements ont été cofinancés par Imagine for Margot jusqu'à présent. 2400 enfants qui vont participer à ces essais. Et notamment un essai dont on est assez fier, qui est unique au monde dans le cancer des enfants et qui permet, au lieu d'avoir un essai clinique pour un type de maladie et un médicament, de se dire on va se mettre ensemble, on va avoir dans un seul essai clinique 7 bras de traitement, 5 molécules de 3 laboratoires pharmaceutiques. Donc plusieurs labos ensemble, plusieurs molécules et plusieurs types de traitements pour donner accès à vraiment des médicaments qui sont en cours de développement même chez l'adulte et qui sont innovants pour les enfants. Depuis 2 ans maintenant, il existe sur tout le territoire national en fait, quand les enfants sont comme ça en rechute, ils ont accès au séquençage de leur tumeur dans le programme MAPI Act. Leur dossier est discuté de manière centralisée, je dirais, par un groupe de médecins qui vont regarder ce qui ressort des analyses moléculaires et orienter l'enfant vers un essai clinique dans tous les essais cliniques existants aujourd'hui. Quelle est l'épidémiologie des cancers pédiatriques en France? Aujourd'hui, 2500 enfants et adolescents sont diagnostiqués d'un cancer chaque année en France. Et 500 enfants vont décéder de leur cancer. Ça veut dire qu'on guérit 80% des cancers, mais il faut aussi ces cancers-là les guérir mieux, parce qu'aujourd'hui, il y a 2/3 des enfants qui ont des séquelles de leur maladie ou de leur traitement. Depuis une quinzaine d'années, il n'y a pratiquement plus en fait, d'augmentation du taux de guérison. Et dans ces 80%, il y a des maladies qu'on va guérir très bien, comme par exemple les leucémies. Globalement, on les guérit plutôt bien. Mais il y a d'autres cancers qu'on va guérir beaucoup moins bien, notamment les tumeurs cérébrales. Quel regard portez-vous sur la réglementation européenne relative aux médicaments pédiatriques? Ce règlement européen, il date de 2007, il a été porté par la France. Et 10 ans plus tard, donc en 2017, donc récemment, il y a eu une évaluation de ce règlement pédiatrique par la Commission européenne pour voir si ce règlement avait été efficace. Parce que ce règlement, il est très important pour le développement de nouveaux médicaments, puisqu'il oblige les laboratoires pharmaceutiques, lorsqu'ils développent des médicaments chez l'adulte, à regarder le bénéfice chez l'enfant, à faire des plans d'investigation pédiatrique, des PIP, pour les enfants. Et s'ils ne le font pas, ils n'ont pas leur autorisation de mise sur le marché. Il y a une dérogation possible. Et ça, les laboratoires vont assez facilement dans cette dérogation, puisqu'elle est simple. Si vous êtes laboratoire, que vous développez des médicaments pour une maladie qui n'est que spécifique à l'adulte, eh bien vous pouvez avoir une dérogation pour ne pas le développer chez l'enfant. Donc typiquement, les laboratoires pharmaceutiques vont développer dans le cancer plutôt des médicaments sur le cancer du sein, des poumons, de la prostate, des maladies qui n'existent pas chez l'enfant. Donc quand ils vont voir le régulateur, moi je développe un médicament pour le cancer des poumons, ça n'existe pas chez l'enfant, dérogation. Or, il a été prouvé, on a plusieurs exemples, qu'un médicament, par exemple pour le cancer des poumons, a un effet
bénéfique dans plusieurs tumeurs de l'enfant. Donc ce qu'on a dit, et on s'est mobilisé avec plusieurs associations au niveau européen, ce qu'on disait à la Commission européenne, c'est attention, il faut changer ce règlement pédiatrique pour que les laboratoires pharmaceutiques n'aient plus cette dérogation possible, et puis qu'on regarde maintenant, puisqu'il y a une nouvelle façon de voir le cancer, c'est plutôt d'aller regarder les anomalies moléculaires. Et donc lorsque un médicament, même s'il est développé chez l'adulte, si son mécanisme d'action peut avoir un bénéfice chez l'enfant, on ne doit pas donner de dérogation pour le développer chez l'enfant, comme c'est le cas actuellement. Ça n'a pas marché au niveau européen, on n'a pas été entendu par la Commission européenne. En revanche, les Américains ont bougé. Et donc on a beaucoup d'espoir que grâce à cette nouvelle réglementation américaine qui s'appelle le Race for Children Act, qui a été votée été 2017 aux États-Unis, cette réglementation s'impose aussi en Europe. Qu'est-ce qu'elle dit, cette réglementation? Eh bien, ce qu'on avait demandé, nous, au niveau européen. Qu'apporte la proposition de loi en faveur d'une meilleure prise en charge des cancers pédiatriques? Elle va permettre de créer au sein de l'Institut national du cancer une équipe dédiée à la pédiatrie qui va élaborer une stratégie sur 10 ans et avec un budget qui sera alloué par l'État chaque année. Et ensuite, il y a un article 2 qui est important aussi pour les familles parce que ça permet d'élargir la JPP. Il y a aussi un article sur le droit à l'oubli, parce que c'est vraiment une réglementation qui est importante pour faire avancer les choses. Qu'attendez-vous du fonds dédié à la recherche sur les cancers pédiatriques qui vient d'être créé? La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche vient de faire voter un fonds de 5 millions d'euros pour la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques. Et c'est un fonds qui va être récurrent. Et lors du colloque que nous avons fait au Sénat samedi dernier à l'occasion de la Journée mondiale du cancer de l'enfant, la ministre nous a passé un message justement sur comment est-ce qu'on allait d'ores et déjà attribuer ces fonds. Et la première chose, c'est qu'une partie des fonds va être allouée à une cartographie de la recherche fondamentale en France aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'il va y avoir, parce qu'il y a 3 mesures principales, la deuxième, c'est des groupes de travail, des séminaires de travail qui vont avoir lieu pour regarder quels sont les besoins aujourd'hui et mettre en place des travaux spécifiques sur les besoins que l'on aura identifiés à l'occasion de ces groupes de travail. Et la troisième chose, c'est un appel d'offres pour des jeunes chercheurs. Quelles sont les perspectives actuelles de la recherche en oncologie pédiatrique? Il y a des domaines qui sont très prometteurs et sur lesquels on a des premiers succès, mais on a aussi des grosses frustrations. Donc, par exemple, les CAR-T-cells, qui sont vraiment aujourd'hui très prometteuses dans les leucémies, par exemple, ou les lymphomes, mais pas pour les tumeurs solides, par exemple. Donc ça, c'est une des perspectives, c'est comment on peut étendre les CAR-T-cells et de manière sécurisée. La deuxième, c'est l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est aussi très prometteur. Dans certains cancers de l'adulte, on arrive à faire des progrès considérables dans les guérisons, pas dans tous les cancers. Et dans les cancers pédiatriques, on s'aperçoit que l'immunothérapie ne fonctionne pas de la même manière. Parce que les tumeurs des enfants ne sont pas il y a peu de mutations en fait. Donc comment est-ce qu'on arrive à rendre efficace l'immunothérapie chez les enfants? Ça, c'est un deuxième enjeu important. Et le troisième, c'est arriver à mieux cibler les traitements pour aussi mieux guérir. Donc c'est trouver des nouvelles cibles thérapeutiques, c'est trouver de nouveaux médicaments. Et là, c'est l'exploration de tout ce big data qu'on a aujourd'hui pour aller répondre à toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui sur la résistance au traitement et comment est-ce qu'on pourrait mieux guérir les enfants. Et donc l'enjeu, ce serait maintenant de pouvoir concentrer ces données cliniques, génomiques, immunologiques et arriver à, grâce à l'intelligence artificielle notamment, à pouvoir mieux analyser ces données et à les comprendre, les résistances au traitement, trouver de nouvelles cibles, trouver pourquoi des enfants ont des cancers. Toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui et auxquelles on n'arrive pas à répondre, on commence à avoir suffisamment de données pour pouvoir le faire. Quelles sont les actions futures d'Imagine for Margot? Un événement particulièrement important pour nous, c'est une course qu'on organise au mois de septembre qui s'appelle Enfants sans cancer. À chaque fois en cours pour des programmes de recherche précis. Et comme chaque personne qui participe collecte des fonds pour la recherche,
par Internet. Ça permet de sensibiliser à la cause, puisqu'on envoie son lien à sa page de collecte, à tout son entourage, et aussi on collecte des fonds. On a développé une deuxième course Enfants sans cancer à la Défense au mois de mai, destinée principalement aux entreprises. Donc cette année, on espère faire même un peu plus de dans les 2 millions d'euros, rien que pour notre course, et on a commencé à la déployer à l'étranger. La stratégie, c'est d'avoir 10 millions d'euros d'ici 2025. Les chercheurs passent un temps incroyable à essayer de trouver des fonds, c'est juste pas normal. Ils devraient passer du temps à la recherche, pas à chercher des fonds. Donc on va essayer de leur faciliter la vie en leur permettant de mettre en exergue les programmes sur lesquels ils sont en train de travailler, des programmes validés par des comités scientifiques, de manière à ce que des fonds associatifs, privés, puissent se dire, bah voilà, moi j'ai envie de financer ce programme-là, combien il leur manque, eh bien je veux bien le mettre. On a un collectif dans lequel nous sommes qui s'appelle Gravir, il y a un autre qui s'appelle Impact. On les a présentés au colloque aussi samedi parce qu'ils rassemblent non seulement des associations, mais aussi des médecins et chercheurs, des fondations de laboratoires pharmaceutiques, des fondations pour la recherche, des associations de patients, donc la Ligue, la Fondation ARC, il y a les plus gros financeurs de la recherche, des fondations de laboratoires, et de se dire ensemble, on va définir des besoins et on va travailler ensemble pour mobiliser nos politiques. Par exemple, nous venons d'envoyer un dossier à notre Premier ministre, Édouard Philippe, pour faire du cancer des enfants et des jeunes une grande cause nationale pour 2019. On l'avait fait pour 2018, ça n'a pas marché. On retente sur 2019. 2 types de programmes, un sur l'immunothérapie et un sur le big data. C'est vraiment les grands enjeux du moment. Un sur l'immunothérapie dans le cadre du neuroblastome notamment, et un autre sur les lymphomes. Ce sont 2 programmes qui sont apportés par Gustave Roussy. Et on a mis aussi 360 000 € pour embaucher 2 bioinformaticiens, un à l'Institut Curie et un à Gustave Roussy, qui vont permettre d'agréger les données qu'on a sur les génomes, les données cliniques, de manière à pouvoir préparer le partage des données et l'exploitation de ces données ensuite par les chercheurs. Et donc le message que je pourrais passer aux médecins, aux soignants, soyez sûrs qu'on va être là. On va être là pour vous aider. Notre priorité absolue, c'est de développer la recherche sur les cancers pédiatriques et on lâchera rien et on est hyper déterminés, à la fois en France et en Europe, pour le faire. Donc on est là, soyez aussi avec nous. On a aussi besoin de vous pour que vous soyez mobilisés sur les enfants aussi.